il est temps de lancer le programme et je vous propose de commencer par un petit film d'introduction qui va vous ramener dans le Hainaut. Alors vous aurez pu reconnaître sur cette vidéo un ouvrage désormais mondialement connu grâce aux événements qui ont eu lieu en ce début d'année. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé en voyant les images si c'était des images de synthèse. Non, non, c'est vrai, la modernisation de la traversée de Tournai, c'est fait. Il y a vraiment des bateaux de 3000 tonnes qui peuvent passer désormais dans cet ouvrage. Le film se terminait également par des images de l'écluse d'Anzy qui annoncent la réouverture du canal Pomerol-Condé. C'est le sujet que je vous propose d'explorer au cours des 2 premières interventions. Et comme il s'agit d'un projet transfrontalier, nous avons proposé à 2 intervenants, un de Wallonie et un de France, de nous présenter tour à tour les développements de ce projet. Et donc, pour démarrer, je vais faire appel à M. Sébastien Lannoy, qui est inspecteur général responsable du département des voies hydrauliques de Tournai et de Mons, et qui va nous présenter la partie wallonne et les interventions en lien avec le service de la navigation sur le canal Pomerol-Condé. Monsieur Lannoy. Voilà, bonjour à tous. Voilà, donc comme annoncé, je vais vous parler de la réouverture du canal du Pomerol-Condé et des impacts pour la navigation. Alors la présentation s'articule sur le squelette suivant, donc le contexte, les enjeux, la gestion des sédiments, les avantages et les travaux. Alors ici, la connexion se fait comme annoncé sur 2 territoires, donc le territoire wallon bien sûr et le territoire français. On est donc dans des projets d'interconnexion, le territoire européen, et on est sur la liaison du bassin de la Seine et du bassin de l'Escaut. Avant 2005, nous avions plutôt une notion d'axe prioritaire, puis ensuite de corridor de l'Union européenne. Et la région wallonne était déjà concernée par ces grands axes situés à l'ouest et à l'est du pays. Et on voit bien qu'il y avait aussi une importance au niveau de la dorsale wallonne qui permettait de relier ces 2 grands axes. L'interconnexion de territoires européens, donc on est vraiment sur l'interconnexion entre des grands corridors pour la jonction mer du Nord et mer Méditerranée. On est donc sur des impacts de développement économique et écologique. On sait qu'on a besoin d'un report modal vers la voie d'eau. On a un constat de la hausse des échanges et des trafics et on vise l'amélioration des voies navigables existantes. La construction du canal Seine-Nord-Europe, ça concerne notamment pour le Seine-Nord 1100 km au total de liaison à grand gabarit. Une convention entre la région wallonne et l'État français a été signée dans le cadre effectivement des travaux et du suivi des travaux entre les 2 parties.
Alors la particularité du site pour la dorsale wallonne et directement donc pour le Pomerol-Condé, c'est que nous faisons face ici à un système de canaux. Le canal du centre à grand gabarit est le plus élevé de Belgique. Il franchit la crête entre les bassins versants de l'Escaut et de la Sambre-Meuse, et donc indirectement le bassin du Rhin aussi. Cela implique le besoin d'amener d'eau artificielle. Il y a ici un schéma assez représentatif de la partie régulation des eaux, où on peut voir les différents ouvrages, les consommations en eau des différentes bassinées, et les petites flèches en rouge symbolisent les stations de pompage qui sont nécessaires pour repousser et remonter les eaux vers les différents biefs. Donc on a en ce sens, effectivement, tous les usagers doivent être pris en compte, non seulement la navigation, mais aussi les prélèvements industriels qui sont parfois relativement importants aussi sur ce réseau-là. Une future station de pompage aussi au niveau du schéma stratégique, je veux dire des installations de stations de pompage sera projetée tout prochainement, notamment sur l'écluse d'Anzy. Donc pour certains, vous verrez sur site, ce n'est pas encore construit, c'est encore dans les cartons. Et une station de pompage est donc prévue ici à terme. Les travaux du Pomerol-Condé répondent à de grands objectifs. Tout d'abord, rendre plus attractif le mode fluvial, favoriser le développement de l'activité économique et donc le développement d'entreprises, le développement aussi des ports intérieurs et ports maritimes, et enfin engendrer une augmentation du nombre d'emplois dans la région et même au-delà. Ce canal est une jonction de liaison importante donc vers l'Europe du Nord. Il permettra un gain d'une demi-journée à une journée de navigation par l'évitement du canal Nimy-Péronne. La fermeture date de 1992 et était la conséquence de phénomènes d'envasement. Dans le cadre de la Convention, on a mis en place un comité de suivi VNF-SPWMI qui est chargé de surveiller les apports sédimentaires et de les gérer au besoin. Le suivi de ces apports sédimentaires se fait par l'installation de stations de mesure sur 3 sites en particulier. Un petit point d'alimentation au niveau de la dérivation de la Haine à Aubourg, à Anzy au niveau du rejet de la Haine, effectivement, à l'aval de l'écluse d'Anzy, et à Tivancel, côté français, à l'affluent de l'Ognou. Alors, voilà, ça défile ceci. Ça situe simplement le site d'Anzy. Voici un peu une image assez parlante de l'avant et de l'après travaux. Donc on voit bien, avant l'ensemble des travaux qui ont été menés, l'état d'envasement de cette branche, particulièrement à l'aval d'Anzy et sur le territoire français. Et sur la photo de droite, vous pouvez voir le dégagement après le passage de l'atelier. Atelier que voici. On voit dans le fond de la dia l'écluse d'Anzy. C'est une image qui est prise pour ceux qui connaissent plus ou moins du pont Saint-Hébert, hein, donc on vise effectivement le côté belge. Les avantages pour la réouverture à la navigation du canal, eh bien, c'est effectivement, comme je l'ai signalé, certainement un demi-jour de navigation, l'accessibilité qui est garantie à la classe 5 jusqu'à Pomerol. Demain, nous aurons des travaux d'élargissement en matière de rectification de courbes sur le Nimy-Blaton-Péronne. On va travailler par secteur sur ces chantiers, de sorte à pouvoir permettre la navigation pendant ces phases de travaux sur à minima la classe 4, avec un alternat à minima. Les travaux de dédoublement de l'écluse d'Aubourg sont aussi projetés et auront lieu entre 2024 et 2028, ce qui veut dire qu'à partir de 2028, pour la grande part de la dorsale wallonne, nous pourrons donc passer en catégorie classe 5. Je vais faire un petit tour des chantiers wallons, avec un contexte particulier, effectivement, lors du déroulement de ces différents chantiers, le contexte du Covid, le contexte de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique, et une indexation constatée entre mi-21 et mi-22 de l'ordre de 20%, donc c'est quand même assez conséquent, et des applications aussi imprévues en termes de délais, notamment des délais de fourniture. Alors je commence par la construction d'un poste de commande à Anzy, où pour un budget d'environ 1 500 000, les travaux sont en cours de finition, donc les peintures sont faites, les différentes petites finitions sont en cours, notamment les travaux de bardage, vous pourrez le constater tout à l'heure. Ah, j'ai passé, je pense, une dia, pardon. La démolition des bâtiments Anzy, évidemment, avant de construire le nouveau, il fallait démolir ce qui existait. Nous avions donc le bâtiment des douanes et l'ancien poste de commande, voilà à quoi cela ressemblait. Donc un budget, enfin des travaux assez rapides bien sûr, et un budget peu conséquent de 60 000 €.
la construction du nouveau poste de commande à Anzy, la rénovation électromécanique aussi des écluses d'Avray, Pomerol et Anzy pour un budget de l'ordre de 22,3 millions. L'exécution se termine actuellement, donc ce sont des nouveaux pupitres qui sont installés, rénovation des stations de pompage, signalisation fluviale, des nouveaux vérins. La construction aussi d'un môle à Anzy pour un budget de 3,1 millions. Donc ce môle se situe à l'aval rive droite de l'écluse d'Anzy et a pour effet de permettre une plus grande stabilité des bâtiments qui empruntent l'écluse par la suppression d'un effet de tourbillonnage. Voici effectivement la dia du môle. Cela passe aussi à l'écluse d'Anzy par la restauration des portes à l'amont et à l'aval pour un budget d'1,3 million. Les travaux se terminent aussi actuellement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je tiens déjà à m'excuser pour la séance de questions-réponses parce que je devrais malheureusement vous quitter à l'instant, mais je serai avantageusement remplacé par M. Vincent de Spiegeler, qui est le directeur des voies hydrauliques de Mons. Voilà. Merci. Comme annoncé, avant de passer aux questions-réponses, pour que vous ayez un aperçu complet du sujet, nous allons compléter la présentation qui a été faite par Sébastien Lannoy par celle qui sera réalisée par Manuel Philippe. Manuel Philippe nous vient de Voies navigables de France, où il est adjoint au chef de l'unité opérationnelle de Lille. Il va vous présenter le chantier exceptionnel que constitue le Pomerol-Condé du point de vue français. Merci. Merci Pascal, bonjour à toutes et à tous merci tout particulier au service public de Wallonie pour cette invitation. Alors vous allez le voir, hein, c'est un chantier exceptionnel dont je vais vous parler en quelques minutes. C'est un privilège et une chance de pouvoir diriger des opérations comme celle-ci, aussi atypiques et particulières. C'est aussi un plaisir particulier de pouvoir le faire avancer en collaboration étroite avec mes collègues du SPOE. Alors, dans la continuité de ce que vient vous présenter Sébastien Lannoy, les grandes caractéristiques de ce projet avant de rentrer un petit peu dans ces différentes dimensions. Le besoin, basiquement, c'est résorber la situation et le passif hérité de 30 ans de fermeture à la navigation avec, vous le voyez ici, je ne sais pas si mon pointeur fonctionne, la situation effectivement dans laquelle on attaque le chantier, on peut plus parler véritablement de canal à ce moment-là. On a le miroir d'eau que vous voyez là, il fait que quelques mètres, mais en réalité, on n'y va pas à pied parce que c'est dangereux. Effectivement, c'est vraiment un massif de sédiments, mais vous avez un tout petit fil d'eau qui s'écoule et on n'est plus dans les conditions d'exercice d'un chantier fluvial classique dans lequel on peut amener du matériel fluvial, etc. Donc, basiquement, le besoin principal, il se décline en 3 étapes. Ici, au niveau on a une première étape pour désenvaser, enlever le stock de sédiments. Une deuxième étape pour élargir, puisque quitte à réouvrir, on vise le gabarit européen 5A, comme vous l'a précisé Sébastien Lannoy. Donc retirer les terres franches. Et troisième étape, aménager les berges avec les caractéristiques d'un canal moderne. Voilà. Alors, quelques chiffres clés pour caractériser un peu les dimensions atypiques de cette opération. Les sédiments, vous l'avez vu, c'est 1 million de mètres cubes de sédiments à draguer. À l'échelle française, vous avez peut-être des chantiers plus conséquents en région wallonne, mais à l'échelle française, c'est le plus gros chantier de dragage fluvial en eau intérieure en France. 1 million de mètres cubes, près de 500 000 mètres cubes de terre franche issue de l'élargissement et de l'approfondissement du canal
à terrasser pour obtenir une passe navigable de 34 mètres. Et également, voilà, je ne vais pas vous décliner tous les chiffres que vous allez là, mais on y reviendra, des dimensions environnementales également assez importantes. Donc un coût de projet de 80 millions d'euros, tout compris, dans lequel on est dans les clous, avec une participation importante. Alors pas des 68 millions d'euros que vous voyez là, c'est l'assiette de cofinancement de la région wallonne, après participation de l'Europe, et avant également participation de la région Hauts-de-France pour la partie française. Voilà. Alors, rapidement, hein, le plan de situation de cette opération, il est assez vaste finalement, parce qu'on se dit, oui, c'est 6 km de portion à désenvaser et à remettre en navigation sur un itinéraire plus large de 11 km. On pourrait se dire, tiens, on va faire là du linéaire. Mais en réalité, vous allez le voir, les moyens développés, les moyens à mettre en contribution pour pouvoir réouvrir ces 6 km, ça mobilise beaucoup de surface. Hein. On est sur près de 100 hectares de foncier mobilisé, principalement pour les sites de gestion des sédiments et des terres franches que vous voyez ici en jaune. Hein. Vous avez les 6 km du canal qui sont là. On a 100 hectares mobilisés pour 3 sites de gestion des sédiments, vous verrez un aperçu juste après, et également un tiers mobilisé pour les espaces naturels de compensation, puisque, vous l'avez vu sur la photo précédente, on partait d'un écosystème qui s'était développé suite à 30 ans d'inaction quelque part physique sur le terrain, même si diplomatiquement et techniquement on s'était activé. Voilà. Ces écosystèmes sont à rétablir. Voilà. Et donc vous avez là les quelques points caractéristiques. J'en reparlerai plus, mais il a également fallu, préalablement aux travaux, rehausser le pont de Saint-Hébert, là, que vous voyez tout à l'heure, et qui est désormais à 7 mètres. Voilà. Alors, les défis, hein, qui sont ceux auxquels nous avons dû faire face, les acteurs du chantier, vous les avez vus juste avant, hein, le maître d'œuvre Valétude et l'entreprise, le groupement d'entreprises dont le mandataire est l'entreprise Écoterre. Les défis techniques auxquels nous avons dû faire face, hein, ils sont de plusieurs ordres, mais voilà, le plus frappant, c'est quand même ce que je vous disais, on ne travaille pas sur c'est pas pareil d'élargir et de recalibrer un canal qui est en navigation que de repartir de quelque chose qui s'est complètement engorgé, dont le milieu et la végétation se sont refermés. Et donc effectivement, premier défi, ça a été de pouvoir combiner des interventions de différents ordres dans un milieu extrêmement contraint, voilà, avec la nécessité d'abord de se frayer un chemin, mais aussi d'avoir, on va le voir, une préservation temporaire de la biodiversité le long du chantier. Voilà. Il a également fallu s'adapter à des conditions de dragage hors normes, c'est tout sauf classique, et donc il faut saluer ici l'inventivité des équipes de l'entreprise Écoterre et le concours du maître d'œuvre Valétude pour trouver des solutions à ça. Alors, je vous le disais, il a fallu d'un point de vue environnemental, on préserve par pan des zones temporairement préservées pour que les espèces aient la possibilité de retrouver un lieu de vie pour quelques mois le temps du chantier. Ensuite, on a dû faire des débrousaillages préalables en période hivernale pour que les espèces, finalement, pour qu'on n'ait pas des processus de nidification qui se remettent en place le temps qu'on travaille sur les berges. Et ensuite, le process un peu général, ça a été un atelier de dragage des sédiments que vous voyez ici, puis des ateliers fluviaux et terrestres de terrassement des terres d'élargissement, et enfin la mise en stock de ces terres. La gestion des sédiments, tout s'est fait par voie fluviale sur des terrains qu'on va voir juste ici, puisque vous avez ici l'exemple d'un des vastes sites de gestion des sédiments. Alors c'est exclusivement du stockage, parce que sur ces volumes-là, à l'échelle d'1 million de mètres cubes, vous imaginez bien si on avait voulu faire du transit avant valorisation, etc., il aurait fallu travailler par batch de quelques dizaines de milliers de mètres cubes, et on y sera encore dans 15 ans. Donc voilà, on a travaillé de façon assez massive avec ces sites-là. Voilà. Alors, je vais aborder désormais un petit peu les défis environnementaux, hein, de ce projet, parce que vous avez là, vous avez là ici une image de l'alimentation de ces sites qui se sont faits soit par pompage, soit par pelle et camion. Voilà.
Il a fallu également composer avec la nature des sédiments, qui n'est pas tout à fait celle qu'on trouve finalement en fond de rectangle de navigation quand on est sur un canal en cours de navigation. Voilà. Alors, avant même, je dirais, la péripétie dont je vais vous faire part à la diapo suivante, on avait déjà un calibrage, je dirais, du projet qui accordait une large place aux thématiques environnementales, hein, puisque on était entre 10 et 15% du budget dédié à cette thématique, avec, avant démarrage des travaux fluviaux, l'aménagement de ces vastes sites là, de zones humides, qui visait avant même le travail sur le canal, à proposer aux espèces des mesures compensatoires disponibles tout le temps du chantier. Voilà. Et donc, vous avez là une illustration de l'ampleur des mesures qui ont été réalisées, puisque on était là sur l'emprise d'anciens terrains de dépôt qui ont été complètement excavés, décaissés pour retravailler ça en déblai et aboutir à des zones humides dont le développement aujourd'hui est remarquable. Hein. Le gestionnaire qui travaille pour nous sur ce site-là nous dit bien, on a des perspectives, on a des constats de développement d'espèces, etc., qui sont à peu près inespérés en termes de biodiversité. Voilà. Et puis, un élément, ça c'est ce qu'on a fait après, et puis un élément d'engagement fort et important de VNF, c'était également sur nos sites de gestion des sédiments, de s'engager à une couverture et une requalification écologique et paysagère au bénéfice du territoire après ça. Voilà. Donc c'est vraiment un projet très ancré sur le territoire et qui laisse en vérité un héritage après sa réalisation. Voilà. Alors, sur ce niveau de standard déjà élevé en termes d'engagement environnementaux, on a eu effectivement une incidence particulière, quelque chose d'assez inhabituel, c'est-à-dire qu'en septembre 2020, on commence à draguer, et puis en avril 2021, on nous fait part d'indices que vous voyez là, sur la droite de la diapo, d'indices d'alimentation du castor d'Europe. Alors, on savait qu'il était présent en région wallonne, plutôt côté Ardennes. On ne s'attendait pas nécessairement à le voir arriver sur ce chantier, mais ce que les écologues nous ont expliqué, c'est que le faciès qu'avait pris le canal après 30 ans finalement d'envasement proposait des habitats qui étaient extrêmement favorables pour cette espèce, c'est-à-dire des plages sédimentaires accessibles, comme je vous le disais, des saules de génération spontanée, etc., qui constituent la majeure partie de son alimentation. Voilà. Donc on a dû, je vous passe les détails, mais effectivement on a dû déployer des efforts assez considérables pour finalement caractériser ce qui se passait sur notre chantier, quelle était cette espèce, ses habitudes, etc., avec des prospections, des affûts et un génie écologique finalement assez ambitieux, poussé pour bien connaître ses habitudes. Et puis temporairement on a dû arrêter le chantier. Donc nous, notre enjeu en tant que maître d'ouvrage, c'était d'aller extrêmement vite, parce que vous imaginez bien qu'à partir du moment où on immobilise le matériel de l'entreprise, le compteur tourne, et donc on a intérêt à réenclencher très très rapidement les interventions. Voilà. Donc l'image que vous voyez là, ça a été capté par exemple par une caméra vidéo qui nous a permis de comprendre un petit peu comment il fonctionnait. À partir de là, ce qui s'est passé, c'est une remise à plat complète du chantier, à la fois de la façon de le conduire, par strates, pour ménager des espaces pour les individus de castor, mais également avec un design de surface in fine assez fortement modifié. Alors l'infrastructure en elle-même, elle ne change pas, hein. On a toujours un canal de 34 mètres avec des berges en pente talutée, en rocher. Par contre, le design de surface, lui, il est fortement modifié parce que de loin en loin, on a aménagé avec une thématique de replanter des berges. On aurait dû avoir un canal avec des berges relativement sèches, un classique, juste ensemencé. Finalement, on va avoir, alors tout ça n'est pas extrêmement développé sur la photo, mais on va avoir des plantations de saules qui font que les berges vont être très largement arborées pour fournir finalement une alimentation et des conditions durables de maintien de l'espèce sur le canal. On a retravaillé les profils de berges.
alors à certains endroits pour préserver des espaces particulièrement intéressants à l'arrière, et à d'autres pour ménager des ouvertures. Et de façon générale, ce que vous voyez là en rive gauche, c'est le fait de recouvrir en fait les enrochements avec une percolation de terre végétale, avec du géotextile, ensemencé pour avoir des espèces d'élophytes, de plantes aquatiques particulièrement adaptées. Voilà. Donc, j'en arrive finalement à la mutation assez spectaculaire qu'a subi en quelques mois, en quelques années, le faciès du canal, puisque je vais adopter le même point de vue que Sébastien tout à l'heure, depuis le pont de Saint-Héber. Alors là, on est vers l'aval, on regarde côté français, côté direction ESCO. Vous avez là la situation telle qu'elle était avant tout démarrage du projet. Entre-temps, on a eu du déboisement, on a eu des interventions, etc. Donc voilà, au moment où on aborde cette zone-là, on a ce faciès-ci. Et aujourd'hui, on en est encore un petit peu au-delà, puisque depuis cette photo, voilà, l'ensemble des berges ont été terminées ici et là. Voilà. Si on se tourne désormais vers l'amont, dans la direction de l'écluse d'Anzy, voilà, vous avez la même vue sur le pont. Alors forcément un petit peu plus bas, parce que depuis, il a été reconstruit et rehaussé. Et puis voilà, le contraste ici parle de lui-même. Vous retrouvez ici la faciès de plage sédimentaire dont je vous parlais à l'instant. Et voilà, on est aujourd'hui à un stade encore un peu plus avancé que celui-ci. Ce qui fait que, voilà, pour conclure mon propos de ce matin, je suis en mesure de vous proposer les perspectives suivantes, c'est-à-dire voilà, le rappel des étapes qui ont été franchies. Je ne vous refais pas l'historique depuis 92, mais effectivement en amont, il faut ici rendre hommage à nos collègues respectifs, VNF et SPOE, qui ont œuvré diplomatiquement, techniquement, réglementairement à rendre possible les conditions dans lesquelles on concrétise cette opération aujourd'hui. Mais effectivement, en termes d'action sur le terrain, 2017-2019, un certain nombre d'aménagements préparatoires et tout ce qui faisait qu'on pouvait, à partir de 2020, enclencher la réalisation de ce chantier. On aurait dû initialement travailler entre 2020 et 2022. Voilà. On a eu une première interruption finalement en 2020 avec le Covid. Honnêtement, très peu d'impact sur le délai, puisque l'entreprise Écoterre a repris très très rapidement. On était alors sur l'aménagement des terrains de dépôt, et objectivement, c'était en plein air, c'était des chantiers très vastes. Voilà, l'impact sur le planning, ça a été 2 mois environ, c'était très limité et ça a été vite rattrapé. Voilà. En revanche, le Castor nous a valu finalement uniquement 2 mois d'interruption au moment où on a l'événement. Par contre, la façon de remettre à plat les conditions d'exécution du chantier ont fait qu'effectivement, à l'issue, on en sort avec un impact d'environ 9 mois. Voilà, ce qui est somme toute moins que ce qu'on aurait pu croire avec, au moment où ça se produit, on craint d'avoir un arrêt généralisé du chantier, de devoir reprendre toutes les études, ajournées, etc. Voilà, ça n'a pas été le cas. On a eu vraiment une implication constructive de toutes les équipes en ce sens. Voilà, ce qui fait qu'on en est à ce stade-là. Alors je rappelle ici qu'effectivement, en parallèle, nos collègues des SPOE ont fait tout le nécessaire pour qu'on ait une continuité sur l'itinéraire au moment de réouvrir cette portion de 6 km. On en est là. Qu'est-ce qui, avec l'achèvement des travaux fluviaux envisagés pour fin septembre prochain. Voilà. Qu'est-ce qui arrive ensuite? L'ouverture à la navigation dans le courant de l'automne. Et ensuite, pour nous, l'opération ne s'arrête pas là. Du point de vue du fluvial, on sera presque à la cible, puisque vont arriver tout de même des travaux d'aménagement d'un garage d'écluse en aval, en rive droite. Finalement, l'idée, c'est d'aménager les conditions d'approche de l'écluse de Fresnes et du bassin du grand large de Fresnes au niveau de l'Escaut. Et puis voilà, pour nous, il nous reste tout le boulot de valorisation de l'ensemble du projet, avec les travaux sur les chemins de service, un certain nombre de finitions environnementales sur les berges, milieux humides, etc., qui sont, je ne vais pas dire
du détail, mais ça participe du fait de bien terminer l'ensemble de l'opération. Et voilà, ensuite, plus tardivement, tout ce qui fera suite à la dynamique de ressuyage sur nos sites de gestion des sédiments, c'est-à-dire une fois que c'est suffisamment sec, on vient couvrir et on fait les aménagements paysagers dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, pour arriver à un cadre paysager également intéressant, puisque ces chemins de service qui seront réalisés l'année prochaine seront bien évidemment interconnectés avec le Ravel côté Anzy et avec des boucles cyclables aménagées par les collectivités dans le secteur de Valenciennes. Voilà. J'en ai terminé. Je reste à votre disposition pour les questions éventuelles. Merci, Monsieur Philippe. Eh bien, justement, je vais vous inviter à rester là. Je ne sais pas encore si nous avons reçu des questions sur le chat. Je vais donc me tourner vers la régie s'il y a quelque chose. Le cas échéant, pour faire face aux questions, nous avons aussi la présence de Vincent de Spiegeler pour la région Wallonne qui pourra répondre à des questions spécifiques. En attendant, je retiens moi plusieurs messages que vous avez relayés. On parle d'une ouverture à la navigation dans le courant de l'automne. Ça reste encore un peu mystérieux, mais on espère avoir plus de précision bientôt. De la classe 5, des bateaux de 110 mètres jusqu'à Pomerol immédiatement, et ultérieurement à partir de 2026-2028 sur le canal Nimy-Blaton-Péronne sur la dorsale wallonne. Donc des annonces importantes, me semble-t-il. Et en plus, on va faire tout ça en élevant des castors. C'est quand même pas mal. Et ça change considérablement le métier d'ingénieur des voies navigables. C'est aussi intéressant pour vous tous, je pense, d'entendre à quel point ce métier est devenu multifactoriel et complexe. Et on l'a déjà vu dans d'autres grands chantiers. Aujourd'hui, la prise en charge d'un chantier fluvial, c'est bien d'autre chose que de faire du béton et de faire passer in fine des bateaux, même si la finalité reste de faire passer des bateaux. Donc merci pour cette belle intervention. Je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, je vais vous proposer l'interprétation par notre facilitatrice graphique de ce qui vient d'être dit. Et je ne vais pas vous le commenter, ça parle de soi-même. Sachez que ce très beau résumé vous sera également diffusé après l'événement, ainsi que les résumés de toutes les autres interventions. Merci Madame Lefebvre pour votre proposition. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais libérer Monsieur Philippe. Merci à tous et bonne journée. Encore merci pour vos interventions et rendez-vous à l'automne pour l'ouverture du canal, sans faute. Alors pour la suite, je vais vous proposer aussi l'intervention de Dominique Simon qui va représenter le service public de Wallonie en lieu et place d'Étienne Huillam, le directeur général qui n'a pas pu se rendre disponible. Et donc Dominique Simon est inspecteur général dans les départements des voies navigables de Charleroi et de Namur. Il va nous présenter un survol plus large de l'ensemble des actions du service public de Wallonie sur le réseau fluvial, mais également sur l'intermodalité en général, et nous ouvrir quelques perspectives. Avant de lui passer la parole, je vais vous proposer un petit film d'introduction qui va vous montrer autre chose que le Hainaut, parce que ça bouge partout en Wallonie pour l'instant.
vous avez pu le voir, il y a également des actions ailleurs en Wallonie. Et donc, pour vous donner un aperçu plus complet, je vais maintenant passer la parole à monsieur Dominique Simon. Merci Pascal et bonjour à tous. Donc effectivement, notre DG n'étant pour le moment pas là, je vais vous faire l'exposé global pour toutes les activités du SPOEMI. Alors, l'année dernière, en fait, quand il vous avait fait l'exposé, il a insisté sur la résilience de nos activités par rapport à la crise et il vous avait dit que les chantiers avançaient bien. Et donc aujourd'hui, vous allez effectivement voir, donc il y a deux axes dans la présentation. Un premier, on va vous faire un petit peu l'état des lieux sur l'avancement des travaux d'infrastructure et un deuxième sur l'état des lieux des services et des perspectives offertes en la matière. Et vous allez voir spécifiquement au niveau infrastructure que les choses ont vraiment bien avancé. Alors on a déjà parlé beaucoup de la traversée de Tournai. Et donc en fait, au-delà du chantier et de ses prouesses, c'est surtout l'apport qu'il apporte au trafic fluvial que l'on souhaite souligner. Donc on voit sur la photo, évidemment au gabarit le plus juste, un bateau de 110 mètres par 11 mètres 40, donc le gabarit de la classe 5A, qui poussé à son maximum permet de transporter 3000 tonnes. Alors il faut se rendre compte qu'avant cette situation, on était limité à une classe 4, et donc globalement à un tonnage limité à environ 1500 tonnes. Donc si on prend un peu de recul et qu'on considère la situation globale de l'ESCO, de la présence de son alternat, donc c'est un doublement potentiellement de la capacité en tonnage que ces travaux ont permis de réaliser. Alors, de manière plus large, l'année 2023 est une année de concrétisation. Donc un certain nombre de dossiers, parfois très anciens, ont abouti de manière vraiment déterminante. Alors on vient de parler un petit peu du chantier de réouverture du Pomerol-Condé, donc je ne vais pas en reparler, vous avez vu le détail. Simplement, il faut avoir en tête que c'est depuis 1992 que ce canal et le dossier étaient enlisés, envasés respectivement. Donc l'avancée, elle est évidemment énorme, et l'épisode et le retard temporel du Castor est vraiment à relativiser. Alors, donc le chantier de mise à gabarit de la Lys. Donc au niveau wallon, ce chantier est terminé. Par contre, lui aussi, c'est un dossier extrêmement ancien. Donc la première transposition, en fait, accord par rapport à ces travaux, elle remonte à 1985. Il y avait même une transposition dans une loi, mais qui n'a jamais vraiment pu être aboutie, finalisée. Et donc ce n'est qu'après qu'il y a eu un nouvel accord international qui a décrit la répartition de responsabilités, de financement entre les diverses entités pour avancer ce chantier. Donc un partenariat exceptionnel, exemplaire entre la Wallonie, la Flandre et la France, au travers de VNF, pour faire avancer ce dossier. Dernier, donc le pont des Trous, on en a parlé. Donc le pont des Trous, juste pour revenir sur le caractère exceptionnel, presque irréaliste de ce chantier. Moi, quand je commençais ma carrière, on en parlait déjà, mais personne ne voyait vraiment comment le dossier pouvait aboutir. Donc il y avait même l'hypothèse d'un contournement général de la ville de Tournai. On ne voyait pas comment toucher à ce pont, à l'aspect patrimonial, aux aspects urbanistiques, aussi pas mal de difficultés techniques. Et donc on est maintenant, plus de 20 ans plus tard, avec un chantier qui est exemplaire, mais exemplaire de tous les points de vue, en termes techniques, en termes d'intégration, en termes de résultats, et aussi dans la manière dont il a pu être exécuté, avec un point d'attention notamment par rapport aux aspects environnementaux lors de l'exécution du chantier. Enfin, dernièrement, ça semble peut-être moins difficile, mais néanmoins, donc, le chantier d'approfondissement de l'écluse d'Auvelais va permettre en fait la navigation sur toute la basse Sambre à 2,80 m d'enfoncement. Donc ça représente un gain de rentabilité. Et donc dans le contexte qu'on connaît de compétition entre les modes de transport, ce gain de rentabilité est évidemment appréciable. Alors on a parlé beaucoup de la situation à l'ouest. N'oublions pas l'est et la grosse activité économique notamment de la zone de Liège, avec une Meuse en zone liégeoise qui en fait achève cette année sa grande transformation initiée il y a plus de 15 ans. Donc cette année, les premiers essais de la nouvelle grande écluse, donc au gabarit 6
de Hampsaint, l'écluse va pouvoir être testée. Et donc ça termine le grand programme de transformation qui a commencé avec l'écluse de l'année, et puis l'écluse d'Ivoramais, et finalement maintenant l'écluse d'Hampsaint. Et donc avec ce programme réalisé, c'est l'ensemble de la Meuse depuis la confluence à Namur jusqu'aux Pays-Bas qui sera au gabarit de classe 6. Alors n'oublions pas non plus le barrage de Montsaint. Donc tout le monde connaît bien dans le secteur de la navigation son importance stratégique. C'est effectivement lui qui va tenir le niveau de toute la ville de Liège, mais aussi et presque surtout tout celui du canal Albert. Donc c'est un ouvrage majeur et il a été majeur aussi par rapport à la gestion des inondations. Vous savez qu'à l'été 2021, il était à l'époque en construction et donc il y a vraiment une situation transitoire due aux travaux qui a pu être gérée et qui montre bien l'ouvrage stratégique, le rôle stratégique de l'ouvrage par rapport à la gestion hydrologique. Alors sur cette carte, on voit l'avancement des travaux. Donc ça permet d'embrasser la vision stratégique des travaux depuis le début des années 2000 en région wallonne. Donc on voit en vert tous les chantiers qui sont actuellement terminés. Donc peut-être la stratégie en gros c'est de dire de Namur sur la dorsale wallonne, c'est de viser le gabarit classe 5 et au-delà vers l'est de viser le gabarit classe 6. Donc on voit effectivement en vert tous les éléments qui sont complètement terminés. On voit en particulier que toute la zone de l'Escaut dont on vient de parler est bien achevée. Les éléments en mauve sont des chantiers qui sont actuellement en cours et ceux qui sont en orange sont des dossiers à l'étude ou qui vont prochainement mis en phase travaux. Donc à ce propos-là, on a un énorme dossier qui est en cours de publication, donc on peut vraiment dire que les cahiers de charges sont dans les tuyaux et attendent le dernier presse d'entrée pour être publié. Ça concerne les 4 nouvelles écluses à Marchienne, Gosselies, Viéville et Aubourg. Donc là, on attend un début de travaux début 2024 et une fin en 2028. Et deuxième très gros chantier qui va démarrer, c'est celui de l'élargissement du canal Nimy-Blaton. Et lui, il est attendu avec un début de travaux en septembre de cette année et une fin en 2026. Alors ici, c'est la situation quelque part projetée. Si on se disait, tiens, nous sommes maintenant, non pas en juin 2023, mais fin d'année, et cette même situation montre le niveau d'avancement avec des zones en point vert, des zones en point mauve, et on voit que le travail a vraiment bien avancé. Donc je remercie toutes les équipes d'avoir produit la carte, qui n'existait pas la semaine dernière, et qui permet vraiment de voir les avancées qu'on a aujourd'hui. Alors tous ces chantiers, on voit c'est de très longue haleine. Il y a des gens qui ne sont malheureusement plus ici, qui nous ont quittés pour du bon, qui sont maintenant pensionnés. Donc je rejoins ce que tu disais. Donc c'est vraiment un travail collectif et un aboutissement, une année de concrétisation. Je pense que ça mérite d'être salué. Et alors il y a le drapeau de l'Union européenne qui figure en bas du slide. Il ne faut pas oublier que tout ça est possible grâce à un large cofinancement de l'Union et le travail en partenariat avec nos amis, nos collègues flamands et français est quelque part un soutien puissant pour obtenir ces crédits. Donc ça mérite aussi, je pense, d'être mis en évidence. Je veux revenir juste en arrière. Donc, on voit ici que des montants et une énergie humaine très importante sont mis par rapport à des travaux de modernisation, des travaux neufs. Mais on ne doit pas perdre de vue qu'un réseau, c'est un ensemble d'ouvrages, parfois avec des ouvrages existants qui sont vieillissants et très sensibles. Donc, je veux quelque part témoigner aux utilisateurs qu'on en est parfaitement conscient et qu'on veille en fait... On sait que c'est vraiment un de nos objectifs dans les années à venir, de maintenir et de rendre disponible notre infrastructure pour que l'ensemble puisse pleinement rendre son service. Donc ce qu'on vient de voir à Ronquières, pour le moment avec l'arrêt, c'est quelque part l'illustration de ce qu'il faut éviter. Et on met une énergie énorme pour essayer justement d'anticiper, de programmer des travaux de rénovation pour que cela n'arrive pas. Malheureusement, on a encore quelques progrès à faire. Alors donc on a parlé beaucoup d'investissement dans des ouvrages ou dans des sections du linéaire. Évidemment, la finalité économique de développement de l'activité portuaire, elle conduit aussi à des travaux spécifiques qui sont menés par les ports autonomes en collaboration avec le SPW. Vous avez ici 4 illustrations, dont une qu'on a déjà vue en vidéo.
même deux. Donc le trilogie port avec des travaux d'extension, le raccordement ferré de la zone de Glun, une nouvelle construction au niveau de Comines et la construction d'un nouveau quai à Manage. Alors donc maintenant au niveau ferroviaire, il y a aussi des choses intéressantes à mentionner. Donc le raccordement de Glun, on vient d'en parler dans son activation. Il y a une nouvelle ligne aussi qui dessert Gare au Centre et Anvers. Donc une ligne en fait qui assure une navette, un aller-retour par semaine, gérée par l'INEAS, avec un transport de 15 wagons de 3 EVP chacun. Et donc c'est un début et ça pourrait éventuellement évoluer, on l'espère, à la hausse. Et enfin, ce qui est intéressant de mentionner, c'est sur le terminal ferroviaire d'Attu, qui est le plus grand de région wallonne, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc là, il y a une société de transport ferroviaire qui a été créée pour permettre une gestion autonome de l'activité. Et donc là, on est sur 3 navettes hebdomadaires qui sont actuellement en fonction. Alors au niveau des chiffres globaux d'intermodalité, donc on peut voir qu'il y a 122 000 EVP sur l'année 2022. Alors c'est malheureusement une baisse au niveau fluvial d'environ 16%, donc ce qui est assez important. Et au niveau, donc la moitié de ces EVP en fait est attribuée à Trilogie Port. Et au niveau ferroviaire, on a 155 000 ETP sur l'année 2022. Donc là, une très grande part relative à Attu, hein, donc c'est 58% si j'ai bien fait le calcul. Et là, c'est en baisse, mais un peu de manière limitée, de 4%. Donc ces baisses, en fait, sont assez interpellantes et amènent une réflexion. On peut voir ça comme une consolidation d'activité. Et on peut aussi espérer que le dynamisme de tous les acteurs, les investissements qu'on a vus aujourd'hui, quelque part permettront que ce soit une réelle consolidation. Et en vue d'un bon rebond l'année prochaine, on en reparlera. Alors, volet sur les services. Donc, vous avez ici une photo qui illustre un poste de contrôle au niveau du centre d'exploitation du centre Perex. Donc, en fait, les développements qui sont attendus, c'est, comme on le voit, des développements de télécommande d'ouvrages, mais aussi de manière plus large, une intégration des activités, que ce soit celle de gestion des ressources en eau, que ce soit celle de gestion hydrologique plus large. On a vu tout à l'heure dans la dia qui était présentée le système complexe d'alimentation en eau des canaux avec des pompes, des turbines. Donc on sent bien qu'une gestion globale et intégrée de l'activité au niveau de la Wallonie apportera une meilleure efficacité et aussi une meilleure efficience parce qu'elle permettra quelque part de faire des économies, notamment énergétiques. Donc on vise par cette télécommande une amélioration de service et une homogénéité de ce service. Alors évidemment, ce qui vous intéresse le plus, c'est l'impact direct sur la navigation. Alors pour le moment, on a très bien avancé sur la télécommande des ouvrages de la Basse-Sambre, avec 3 ouvrages qui vont être complètement télécommandés à partir du centre Perex à compter du 1er juillet. Vous avez ici les différentes phases, mais surtout ce qui vous intéresse le plus, c'est l'extension des horaires qui va être permise grâce à cette télécommande à partir du 1er septembre. Donc, sans doute que certains d'entre vous se disent « enfin, on y est ». Il y avait une demande industrielle forte pour cette extension et on peut dire qu'aujourd'hui, la redistribution des ressources permises par la télécommande permettra de l'assurer à partir du 1er septembre. Alors, dans les activités, je dirais, peut-être plus habituel, il y a évidemment le dragage qui demeure essentiel par rapport au maintien de la navigation, quelque part le fait de pouvoir avoir une bonne efficience du transport grâce à un tonnage qui n'est pas limité dans le transport. Donc vous avez là le chiffre du dragage en 2022. Et alors à mentionner aussi une grande étude de résilience sur les ressources en eau. Donc on voit qu'on a de plus en plus de phases de sécheresse longue. Et donc la disponibilité de la ressource en eau est potentiellement problématique. On voit que le Rhin a connu des épisodes d'arrêt de navigation importants. Et donc quelque part de se dire, nous, comment nous comportons-nous pour essayer d'avoir la meilleure résilience par rapport à ces épisodes de sécheresse. Ça fait l'objet d'une grande étude qui va nous permettre éventuellement de nous adapter au travers d'un programme d'investissement en visant un horizon de type 2050. Alors, on n'a pas évidemment attendu les résultats de ces études pour intégrer à notre dynamique de travaux ces éléments-là,
Et vous voyez sur la photo de droite, en fait, une station de pompage de type à vis. Donc c'est une des stations de pompage qui équipe les écluses du canal Charleroi-Bruxelles. Donc celle précisément où on va construire une nouvelle écluse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les stations de pompage, elles ont été conçues par rapport aux besoins en eau de ces deux écluses, mais aussi dans un contexte de rareté de la ressource, en se disant, tiens, dans les pires conditions, que faut-il et a-t-on la ressource en eau pour les alimenter? Alors, le type même des turbines, enfin des pompes vise la résilience, puisqu'on passe de pompes qui étaient des pompes centrifuges à axes verticaux à des pompes beaucoup plus robustes de type pompe à vis. Et puis on a aussi intégré, donc on vient de parler de sécheresse, mais on a aussi de plus en plus d'épisodes de pluie intense qui sont très difficiles à gérer sur des éléments de type canaux, qui ne sont évidemment pas prévus pour ça. Et ils étaient prévus pour pomper de l'eau, pas pour récolter des eaux pluviales en abondance et les restituer, qui plus est dans le sens opposé au sens du pompage. Donc ce qu'on a conçu en fait sur ces machines, on a prévu des machines réversibles qui peuvent, le cas échéant, débiter de l'eau qui viendrait par des précipitations, le tout en produisant de l'électricité, ce qui est la cerise sur le gâteau. Alors vous avez une photo au centre aussi qui illustre l'activité de dragage. Alors il y a un message subliminal en fait derrière cette photo. Donc vous avez derrière la photo de l'opération de dragage, la friche industrielle de Chertal. Et donc le message subliminal, il y a toujours un risque qu'il soit mal interprété. Ce qu'on veut dire par cette photo, c'est qu'on trouve qu'il serait de bon ton que ces terrains servent à la politique de mobilité des marchandises et à l'activité industrielle. Donc c'est un clin d'œil évidemment. Alors, autre élément important en termes de services, donc on sait que pour le moment le transport par voie d'eau est vu de manière très compétitive par rapport à d'autres moyens de transport pour son efficacité environnementale. Alors néanmoins, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, et il faut se dire que les modes de propulsion actuels sont quand même peut-être polluants et qu'il y a lieu de faire des progrès. Donc par rapport à tout ça, les modes de motorisation de type hybride, hydrogène, etc., il y a beaucoup de questions qui se posent. Et la Wallonie a lancé une étude justement pour regarder quels étaient les modes, les carburants alternatifs, et regarder quel était l'impact potentiel sur l'infrastructure et ce qu'il fallait prévoir. Donc cette étude est en cours. C'est encore un peu tôt pour livrer les résultats, mais c'est important que vous sachiez que ça existe. Et en particulier par rapport au changement de motorisation, donc il y a un volet d'aide qui existe pour rénover ces moteurs. Donc on est aussi conscient des limites de ce modèle, mais les indemnités, enfin les participations, les aides directes, pardon, peuvent atteindre un montant de 50% de l'investissement. Et enfin, peut-être le plus important, on est dans un contexte qui est très changeant, avec beaucoup de contraintes, et il est essentiel de pouvoir s'adapter et d'accueillir l'innovation parce qu'elle est porteuse de solutions. Donc un exemple, c'est pour le moment au niveau des services à la batellerie, il y a vraiment un problème de pénurie de capitaines. Et donc alors qu'on veut développer la flotte, qu'on veut développer le transport fluvial, on a un problème pour trouver des équipages pour piloter les bateaux. Donc si on prend ce recul et qu'on considère ça, évidemment, la navigation autonome ou la navigation déportée est une solution, mais il faut pouvoir lui donner un cadre et des balises. Et donc par rapport à ça, la Wallonie s'est dotée d'un cadre réglementaire au travers de l'arrêté du gouvernement wallon du 10 mars 2003, qui permet en fait de déroger à certaines règles dans un cadre d'innovation, évidemment avec certaines balises. Donc ce qui est important pour vous ici, c'est de savoir que ça existe, et on peut évidemment revenir vers vous si c'est nécessaire. Alors, autre initiative que je trouve très intéressante, c'est un inventaire des terrains multimodaux. Donc vous avez ici devant vous une carte de ce type qui est orientée par rapport à la voie d'eau. Donc l'idée c'est de faire un outil mais qui serait destiné aux opérateurs de développement territorial, donc aux ports, aux fonctionnaires qui s'occupent d'agences du territoire, aux agences de développement économique, pour leur donner un outil d'aide à la décision. Donc l'objet ce n'est pas de faire un outil de type grand public, mais bien de donner un outil pour les décideurs et pour donner un bon conseil et prendre de bonnes décisions. Donc derrière, évidemment, il y a la préservation des terrains qui sont très importants par rapport au développement futur et qu'il ne faut pas gaspiller. Et cet outil-là, évidemment, pourra motiver des décisions ou orienter des décisions dans un sens positif par rapport à ça. Alors,
Oui, 2 slides, donc celui-ci et le suivant, par rapport à la responsabilité sociétale que le SPOMI compte en fait et exerce déjà, notamment dans le domaine du CO2, mais aussi dans d'autres domaines. Donc une expérience pilote en cours sur une échelle de certification CO2. Donc vous avez les projets pilotes qui sont mentionnés. Donc en gros, il s'agit, moyennant certification, de donner un avantage potentiel concurrentiel par rapport à une performance CO2. Alors il y a 2 manières de le faire, soit au niveau de la sélection, et donc quelque part c'est dans un contexte un peu plus abstrait, soit directement par rapport au contexte du chantier qui fait l'objet d'une procédure de marché public. Donc ici on est dans quelque chose, vous le sentez bien, qui est en train d'évoluer, mais le message qui s'adresse à vous, c'est que c'est un élément important qui s'intégrera dans la politique d'investissement à l'avenir, et donc pour toutes les entreprises, il est important de s'y préparer. Alors, on a parlé du chantier de Tournaire, un chantier exemplaire au niveau environnemental. Et donc là, il y a une démarche qui a été mise, mais qui était cadrée au niveau du cahier de charges, qui visait à faire de la performance environnementale un critère d'attribution, mais plus que ça. Donc, il ne s'agit pas que ce soit juste une déclaration d'intention, il s'agit de mettre en place un monitoring pour que ce soit suivi, et que le cas échéant, si le niveau d'ambition de départ n'est pas respecté, il y a une pénalité. Donc en gros, ça ne doit pas être du pipeau. Et donc l'expérience de ce chantier montre que ça fonctionne, montre que l'ambition de départ a pu être dépassée, et elle montre aussi que cette manière de faire est transposable à d'autres chantiers. Donc c'est super intéressant, et fort de cette expérience, cette manière de faire sera ajoutée dans les grands chantiers dont je vous ai parlé tantôt, donc les constructions de nouvelles écluses, mais aussi l'élargissement du canal Nimy-Blaton. Alors ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que ça crée un effet d'entraînement, une dynamique positive, puisque le fait d'imposer ça, les entreprises vont jouer le jeu, les sous-traitants des entreprises vont jouer le jeu, et on est dans un cercle vertueux qui peut s'installer. Voilà, donc j'ai presque terminé. Simplement pour vous donner un rendez-vous le 28 novembre, pour le premier congrès régional de la mobilité des marchandises. Donc en fait, l'ambition, c'est de réunir les différents acteurs, de montrer l'ensemble des projets et initiatives qui permettent de réaliser cette stratégie. Et vous dire aussi que la Wallonie a prévu un système de labels, de telle manière que les entreprises qui mènent des actions qui contribuent puissent la mettre en valeur. Donc ça, c'est super important. Mais je ne doute pas que Monsieur le ministre, tout à l'heure, va parler de ce sujet-là. Et alors encore 2 petits mots. Merci à Pascal, à ses équipes pour la présentation de cet événement. Donc les autres années, je vois ça de beaucoup plus loin. Ici, je l'ai vécu de près. Et donc je salue la qualité du travail. Et alors merci à tous pour votre attention et pour vos actions, parce que la concrétisation qu'on a vue cette année, c'est le travail de tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Je me tourne vers la régie pour savoir si on a éventuellement des questions. Ça n'a pas l'air très dynamique du côté des questions sur le Slido. C'est pas grave, on est en direct, c'est encore mieux. À défaut, mais peut-être pas à défaut, peut-être qualitativement, je vais vous proposer l'interprétation graphique qui a été faite de l'intervention qui vient de nous être offerte. Je vous laisse regarder. La transformation de la Meuse en classe 6, l'approfondissement de l'écluse d'Auvelais, autant de bonnes nouvelles. J'ajoute à ça l'ouverture 6-22 sur 3 écluses de la Sambre annoncée dès le mois de septembre. Je garde aussi en tête le fait que M. Simon a mentionné à quel point nous sommes en prise avec les questions d'entretien du réseau et que c'est une question très compliquée sur laquelle il y a des progrès à faire, et on a des illustrations malheureusement récentes. Mais malgré tout, vous avez là un résumé du dynamisme et du nombre de sujets sur lesquels la région wallonne investit ces dernières années pour le réseau fluvial et l'intermodalité en Wallonie.
Eh bien, à nouveau, bienvenue à toutes et tous à cette seconde partie de la matinée de la journée du transport fluvial et de l'intermodalité en Wallonie, édition 2023. Comme promis, nous allons entamer cette deuxième partie avec le speech du ministre, mais avant de lui passer la parole, je vais vous proposer aussi une petite vidéo qui nous a été prêtée gracieusement par la Sofico, et donc... Vous aurez reconnu l'ouvrage, je suppose. Donc l'écluse d'Ambe-Saint-Neuville qui achève sa transformation et qui sera bientôt à l'essai également en région Wallonne. Vous avez vu le dernier slogan de la Sofico pour une Wallonie plus mobile. Mais ça tombe bien parce que en quoi ces investissements finalement dans les voies navigables coïncident avec une stratégie pour la mobilité en région Wallonne? Je pense que le mieux placé pour vous en parler, c'est le ministre Philippe Henry, vice-président, ministre du climat, de l'énergie, de la mobilité et des infrastructures. Et donc je vais lui passer la parole. Et après le discours du ministre, nous procéderons à la remise du prix. Monsieur le ministre. Voilà, bonjour à tout le monde, mesdames, messieurs. En vos titres et qualités, c'est évidemment toujours un grand plaisir de se retrouver ici chaque année pour faire le point sur les dossiers de mobilité, d'infrastructures fluviales, marchandises, et les défis sont nombreux. Je pense que cette année-ci, c'est particulièrement un plaisir parce que nous avons effectivement un grand nombre de réalisations malgré une situation qui est évidemment très, très complexe, j'y viens dans un instant, mais nous avons effectivement dans le cadre de cette journée la capacité de faire le point à la fois sur l'état des lieux, bien sûr, du transport annuel, vous en avez déjà beaucoup discuté, de prendre de la hauteur sur la stratégie et les enjeux. Je vais essayer de faire notamment ce lien avec la stratégie du gouvernement. Et bien sûr d'avoir un travail également de réseautage, de networking qui est évidemment très très important puisqu'on est ici, comme dans d'autres secteurs, dans des partenariats publics-privés, dans des collaborations de différentes formes où les uns et les autres sont très, très nécessaires et très impliqués. Alors, comme je le disais, on est évidemment dans une situation malgré tout fort complexe puisque nous avons connu des crises majeures, successives, qui ont créé des situations particulièrement compliquées et bien entendu dans lesquelles nous avons eu forcément des impacts, des impacts budgétaires, des impacts en termes de capacité de gérer les travaux, de disponibilité au niveau des entreprises, que ce soit pour les pouvoirs publics ou pour les entreprises. Et il n'est donc pas simple de tenir le cap dans ce contexte de crise successive et ses impacts très très importants. Et donc je dirais que c'est ce qui est représenté par le petit schéma. Ce n'est vraiment pas du tout le moment de faire une pause. Nous sommes vraiment en pleine action. Je dis ça parce que ça fait partie des débats parfois un peu sur l'écume que l'on peut avoir de manière médiatique. On est au contraire en pleine action, en pleine concrétisation de beaucoup de chantiers, de décisions. Mais il y en a encore aussi beaucoup d'autres à venir. Mais tout ça finalement traduit
une transition, la matérialisation d'une transition ou de plusieurs transitions qui sont en cours, qui sont extrêmement ambitieuses, nécessaires, rapides, par rapport aux objectifs que nous avons devant nous. Nos objectifs, par exemple, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, 55% de moins pour la Wallonie. On est aujourd'hui un peu au-delà de 38%. Derrière la décarbonation complète en 2050. Donc le cadre européen, ce sont des transitions absolument majeures qui sont bien enclenchées, mais dont il reste encore évidemment énormément de chemin devant nous. Alors, nous avons heureusement aussi de grandes opportunités. Je vous ai dit qu'on était dans un contexte compliqué, des années de crise successives et donc malgré tout des décisions qui devaient s'appuyer et se réorganiser tenant compte de ces crises. Mais nous avons aussi eu des opportunités très importantes, notamment suite à ces différentes crises. Bien sûr, le Green Deal européen qui donne quand même des orientations fortes, vraiment une volonté d'avancer dans cette transition. Une traduction dans le cadre du plan de relance de la Wallonie qui était en fait en pleine ligne directe de l'accord de gouvernement de cette législature, qui avait prévu justement cet objectif de 55% et cette volonté d'investissement public important, avec l'idée d'aller aussi convaincre au niveau européen que quand même il fallait laisser, c'était constitutif de l'accord de gouvernement, il fallait laisser les pouvoirs publics investir suffisamment, ne pas avoir des normes trop strictes qui empêchaient les investissements publics et qui empêchaient finalement la transition nécessaire par les conditions que l'Europe elle-même fixe. Donc il y avait tout ce discours-là de réinvestissement. Mais nous avons été dépassés par les faits, puisque les crises ont fait que l'Europe elle-même a été très fortement dans cette direction et a notamment attribué des moyens très importants de plans de relance, qui sont une partie de notre plan de relance wallon, donc tout ce plan de relance européen, de relance et de résilience, plus des compléments wallons, de sorte que nous avons au total créé dans cette législature un plan d'investissement considérable de 7,5 milliards qui s'étale évidemment sur plusieurs années et qui nous donne la capacité de réaliser de grands investissements, de grands travaux en cours et encore à venir dans les prochaines années. Nous avons évidemment aussi d'autres impacts encore européens avec le Connecting Europe Facility Transport. Nous avons au niveau belge également, au niveau fédéral, le travail sur le ferroviaire et les investissements qui ont aussi été décidés dans le ferroviaire. On voit évidemment immédiatement les liens entre les deux et surtout au travers de la stratégie régionale de mobilité dans son volet marchandises, je vais y revenir dans un instant, qui donne donc la vision globale de la Wallonie en termes de stratégie pour les marchandises et qui forcément intègre le rail et intègre le fluvial et bien sûr d'une manière générale dans ce contexte-là une prise de conscience de plus en plus croissante et aiguë de l'importance de la voie d'eau et également de la voie ferroviaire. Alors, nous avons donc en particulier le document de la vision FAST 2030, qui est donc la vision de la région wallonne, qui en réalité préexistait à cette législature-ci, mais que nous mettons en œuvre au travers de tous ces investissements, parce qu'elle donne des objectifs quand même fort ambitieux d'ici 2030, mais dont il faut réaliser la mise en œuvre et l'opérationnalisation réelle et concrète. Et donc cette vision FAST reste toujours très ambitieuse aujourd'hui en 2023. Elle est évidemment dans le cadre de ces objectifs européens de la décarbonation, de ces objectifs 2030, moins 55%. Et plus concrètement, elle décline évidemment une série d'éléments qui permettent principalement de viser un transfert modal très important pour les personnes, multiplication par 5 par exemple de la part du vélo, diminution d'un tiers de la part de la voiture, augmentation des transports en commun, etc. Parce que nos émissions de gaz à effet de serre sont quand même une bonne partie celles liées directement au transport, bien sûr, des personnes et aussi de la même façon des marchandises, avec évidemment aussi un objectif de viser davantage de circuits courts, donc de diminuer la quantité de déplacements, la quantité de tonnage à déplacer, de kilomètres à déplacer, mais aussi d'aller beaucoup plus vers la multimodalité et vers le transport alternatif au transport aérien ou par la route, et c'est-à-dire bien sûr par le fluvial et par
le ferroviaire. Donc toute cette vision FAST nous guide dans les choix d'investissement qui ont été faits, dans les choix du plan de relance, dans les politiques qui sont mises en œuvre. Et puis nous avons également la stratégie régionale de mobilité, donc comme je le disais dans son volet marchandises, qui bien entendu donne en particulier également tous ces éléments de stratégie sur lesquels nous revenons régulièrement et qui bien sûr vont agir aussi bien au niveau de la gouvernance, des infrastructures, des véhicules, des services aux usagers, du soutien aux entreprises, de la régulation, du contrôle, avec toujours le cap vraiment gardé sur cette boussole. Évidemment, il reste énormément à faire, puisque nous avons là aussi des objectifs spécifiques de transfert modal d'ici 2030. 2030, c'est dans pas longtemps, et bien sûr, il reste encore à poursuivre, à monter en puissance dans la réalisation pour l'atteinte de ces objectifs d'ici 2030 qui sont bien nécessaires. Alors, dans ce cadre-là, spécifiquement donc au transport fluvial, on est justement dans une année particulièrement intéressante puisqu'il y a en fait une année exceptionnelle qui est en cours pour le moment, avec clairement un grand nombre de réalisations au niveau de l'infrastructure fluviale et intermodale, parce que je pense que l'intermodalité, de nouveau, marchandises ou personnes, est tout à fait centrale. On a rarement la capacité, ça existe aussi, mais c'est quand même pas la totalité des flux, la capacité d'utiliser un seul moyen de déplacement. Et donc, clairement, on doit en tout cas intégrer cette question de l'intermodalité. Et donc, il y a clairement dans toutes ces réalisations que vous voyez reprises ici, des éléments très très importants, certains attendus depuis longtemps, certains annoncés depuis longtemps, en tout cas qui se mettent en œuvre, et on a clairement dans le cadre du fluvial comme également du ferroviaire, des investissements à la fois très élevés pour obtenir des résultats très élevés et de long terme. Clairement, on ne sait pas changer tout un réseau, rendre plus efficace tel ou tel déplacement, tel ou tel déplacement d'un point à un autre, notamment via la voie fluviale, sans avoir des travaux très conséquents qui sont anticipés très longtemps à l'avance, qui se réalisent par phase, etc. Mais donc vous voyez ici repris notamment la question de la reconnexion des réseaux fluviaux, donc le programme Senesco, la question de Pomerol-Condé, l'augmentation de la capacité du réseau fluvial, en particulier la mise à grand gabarit au niveau de la LIS 2022, la rénovation et l'agrandissement de plusieurs écluses, l'efficience aussi, bien sûr, de la gestion du réseau, avec la télégestion qui est également en montée en puissance, et aussi les horaires d'ouverture qui sont, je le sais, pour certaines entreprises et aussi pour des transporteurs, un élément aussi important. D'autres éléments encore, la question des navires en tant que tels, c'est comme pour le trafic routier ou ferroviaire, on a évidemment une modernisation possible, une efficience plus importante en termes notamment de verdurisation, motorisation, carburant alternatif, mais aussi d'automatisation et de téléconduite, même si là on est encore qu'au début pour ce qui concerne la Wallonie de ce volet-là, et également le volet spécifique de la construction wallonne. Il y a évidemment tout le volet de l'infrastructure portuaire qui va également là jouer un rôle très important dans la capacité du développement fluvial, en particulier au niveau du Trilogiport de Liège 2022 et 2023. Les raccordements rail, et il reste encore d'ailleurs d'autres hypothèses à investiguer, d'autres développements possibles, et bien sûr également le travail sur les services. Toutes ces dimensions, l'infrastructure, c'est évidemment l'infrastructure qui est la plus impactante en termes de budget et en termes de timing, en termes d'anticipation et de cohérence globale, puisque vous le savez bien, c'est comme avec une chaîne, si on a un seul maillon qui n'a pas la même résistance que les autres, la chaîne ne fonctionne pas. C'est la même chose évidemment quand on doit faire un déplacement fluvial de longue distance, il faut que toute la mise à gabarit soit réalisée. Donc, très grande importance de la planification et des impacts budgétaires sur les infrastructures, mais il y a aussi bien sûr les éléments au niveau
des plateformes portuaires, du transbordement, des services, des écluses, du pilotage, etc. Comme je le disais, tous ces éléments, bien entendu, sont compris. Alors nous avons, et sont reliés, nous avons bien sûr également des chantiers et des défis devant nous, puisque dans tout ce contexte-là, nous avons, comme je le disais, des réalisations très très importantes qui sont en cours, mais nous avons néanmoins encore des grands défis devant nous. C'est bien sûr, tout premier défi très englobant, la question de l'urgence climatique, donc de la réduction de nos émissions. Et là, vraiment, je pense qu'il y a une évidence à se rappeler en permanence, à savoir le lien entre, ou plutôt la nécessité d'être extrêmement soudé entre la réduction des émissions et l'adaptation climatique, c'est-à-dire que ce que nous avons quand même fortement découvert pour beaucoup de personnes, malheureusement, ces dernières années, c'est que le dérèglement climatique, il est en cours, y compris chez nous. Il a des impacts très très importants. Il produit malheureusement des catastrophes et nous devons donc nous adapter. Et ce sera bien entendu plus important encore dans les prochaines années, puisque quel que soit le niveau de réduction d'émissions que nous réussirons à atteindre dans les prochaines années, et il est clair qu'aujourd'hui, par exemple, on est à la limite d'être capable de respecter l'accord de Paris. On est déjà à 1,3 degré de réchauffement, donc on voit bien la gravité et l'urgence et la difficulté d'endiguer ce problème. Mais quelle que soit en tout cas la manière dont on réussira dans les prochaines années à limiter nos émissions, dans tous les cas, nous devrons nous adapter puisque les conséquences vont encore fortement augmenter par rapport à aujourd'hui, dans tous les cas. Et plus on aura réussi à limiter nos émissions, plus l'adaptation sera raisonnable ou possible, ou elle produira moins de conséquences et coûtera moins cher également. Donc cette question de l'urgence climatique est absolument centrale. Elle se traduit dans la partie mobilité, comme je le disais, dans la vision phase, dans la stratégie régionale de mobilité et dans le plan air-climat-énergie de la Wallonie. Nous avons aussi d'autres éléments qui sont connexes, même si les solutions vont souvent intégrer en fait plusieurs objectifs, mais il y a clairement la question de la résilience hydrique et fluviale de l'infrastructure. Ce sont des questions qui ont également qui ont monté en puissance ces dernières années également et qui vont devenir plus importantes encore pour les prochaines années. C'est la question de la politique portuaire et de la gouvernance d'une manière générale des voies hydrauliques. Il y a bien sûr tout l'enjeu de la formation des travailleurs. Alors là, on rejoint un enjeu qui est également très très important pour le développement de la Wallonie et qui est présent dans plusieurs secteurs. On constate aujourd'hui, et je fais beaucoup de visites d'entreprises et chaque fois ce sujet est tout à fait déterminant et central, la difficulté de recruter du personnel formé, compétent et simplement de recruter du personnel tout court. Et donc ça c'est un énorme enjeu et bien sûr il y a des enjeux, des questions spécifiques en particulier pour le transport fluvial, le transport marchandises où il y a forcément des métiers spécifiques et des formations spécifiques. Donc ça reste une question très importante que ce soit pour les bateliers, pour les chauffeurs de locomotives, pour les éclusiers, la maintenance, le digital, vous connaissez tout ça. Il y a évidemment un très très gros enjeu, comme par exemple dans le secteur de la construction, c'est la même chose également. Il y a toute la question aussi de la mise à disposition du matériel flottant, du matériel roulant, du matériel de transbordement, en particulier les navires de petit gabarit, locomotives, portiques, grues, donc tout cet encadrement qui permet précisément le transbordement et l'intermodalité, ou en tout cas le chargement lorsque c'est nécessaire. Et puis toute la question, comme je l'évoquais également précédemment, du transport, de l'infrastructure, des services autour de l'infrastructure et en particulier autour du transport de marchandises par rail. Nous devons évidemment nous attaquer finalement très méthodiquement à tous les goulots d'étranglement qui empêchent l'infrastructure de se déployer, de donner le maximum de ce qu'elle peut donner, de déployer le plein potentiel pour le besoin du transport marchandises. Et nous devons aussi
bien garder en tête les méga-forces qui sont à l'œuvre dans le monde, toutes les crises qui s'interconnectent et que nous subissons en grande partie, ou sur lesquelles en tout cas nous devons agir, d'où l'ensemble de ces chantiers et de ces défis que je viens de présenter. Alors, c'est justement pour poursuivre et pour approfondir tous ces éléments, tous ces défis, toutes ces politiques dans les prochaines années que je vais me permettre de réitérer l'invitation au premier congrès régional de la mobilité des marchandises qui sera organisé, comme vous le voyez, le 28 novembre prochain par le SPE, l'administration avec le gouvernement et mon plein soutien, parce que je pense qu'on a là un sujet très très utile et une capacité de poursuivre la montée en puissance, le déploiement de ces différentes politiques. Et je pense que c'est très très utile que vous puissiez effectivement vous y impliquer et participer, en tout cas noter déjà ce rendez-vous. Nous avons eu, comme je l'ai dit, nous avons des énormes défis, des énormes transitions qui sont en cours, heureusement des énormes réalisations. Comme je le disais aussi en arrivant, il y a une difficulté qui n'est pas spécifique au transport marchandises, au transport fluvial, qui est un peu dans l'action des politiques des gouvernements et par conséquent aussi des réalisations possibles du secteur privé, des cycles et malheureusement parfois un manque de continuité d'une année sur l'autre. Il y a parfois un peu des soubresauts et des momentum où il y a plus de réalisations, plus de décisions, puis plus de réalisations. Nous devons sans doute continuer à travailler à davantage de régularité parce que ce serait plus facile à gérer certainement au niveau du secteur et au niveau de l'efficacité des différentes réalisations. Mais force est de constater qu'avec les décisions qui ont été prises, les crises successives, le plan de relance, etc., nous avons maintenant des réalisations très très importantes qui sont en cours et qui vont se poursuivre dans les prochaines années, puisqu'on est sur un plan de travail pluriannuel. Et toujours dans cette question des cycles, nous avons évidemment devant nous une année particulière sur le plan politique. Alors tout ne s'arrête pas ou ne se résume pas à la politique, fort heureusement, mais ça va être la dernière année de législature, donc une année où on peut finaliser, terminer des choses importantes qui sont enclenchées. Et puis il y aura bien sûr une campagne électorale, ça c'est un élément, mais surtout après la campagne électorale, il y a un nouveau gouvernement, des nouvelles négociations, un nouveau cycle qui commence, et donc un nouvel accord de gouvernement qui forcément va être fondateur pour les 5 années suivantes, qui va redéfinir, qui va faire le bilan de là où les choses en sont, qui va redécider de priorités, de budget, et donc l'année prochaine sera évidemment très très importante de ce point de vue-là. Et donc pour terminer, je voudrais vraiment remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants du SPE Mobilité et Infrastructure, ses dirigeants, ses fonctionnaires pour l'organisation de cette journée régulière et qui, je pense, répond à une attente bien réelle et donne des résultats au fil des années. Et on voit les choses évoluer et aussi le retour en termes de contenu de toutes ces discussions qui ont pu avoir. Également des collègues venus de France. Et je remercie chaleureusement l'ensemble des participants, vous tous et vous toutes ici présents, pour cette journée et pour l'ensemble des travaux qui pourront ainsi se poursuivre. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Je ne vais pas vous laisser vous réinstaller trop longtemps, mais avant de passer à la remise du prix, voilà l'interprétation de la facilitatrice graphique sur votre intervention. Je vais vous demander de revenir au pupitre pour procéder à la remise du prix du transport fluvial et de l'intermodalité. Pendant que vous présenterez l'entreprise, je vais vous approcher le prix. Alors, je vous en prie. Excusez-moi,
moi, je ne voulais pas me tromper pour la remise du prix. Mais donc, effectivement, pour ce prix 2023 de la direction du transport et de l'intermodalité des marchandises, c'est aussi un moment chaque fois important et symbolique et qui permet évidemment de souligner telle ou telle réalisation. Depuis maintenant 23 ans, chaque année, la direction du transport et de l'intermodalité des marchandises récompense donc une entreprise qui s'est particulièrement distinguée en matière de transport fluvial. Alors cette année, la DTIM a mis à l'honneur, met à l'honneur aujourd'hui une grande entreprise qui est active dans le domaine de l'économie circulaire. Cette entreprise est une société qui fait partie d'un groupe familial né en 1849, et je me rappelle d'ailleurs qu'on a régulièrement des entreprises familiales dans ce secteur qui sont récompensées, et c'est tout à fait remarquable. Donc, groupe familial qui dispose de 3 sites d'exploitation en Wallonie, qui a multiplié son tonnage fluvial par 3 par rapport à 2021, pour atteindre désormais 300 000 tonnes en 2022. Et donc, il s'agit de l'entreprise Envisan SA, que je félicite, et j'invite M. Dimitri Descamps, directeur commercial régional, à venir recevoir son prix et nous présenter son entreprise. Monsieur le si vous voulez. Ah oui. Non, ben voilà, de ta sortie. Merci, Monsieur Descamps. Je vais vous libérer un petit peu pour pouvoir faire votre discours. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, au nom de toute l'équipe d'Envisan, je tiens très sincèrement à vous remercier pour la remise de ce prix aujourd'hui, qui souligne en fait les efforts de notre groupe en matière de recours à la voie fluviale dans toutes ses activités. Alors, je reçois ce prix avec beaucoup de modestie toutefois, tout simplement d'abord au niveau de nos tonnages, donc 115 000 tonnes par an sur les 5 dernières années en effet, avec un pic en 2022 à plus de 300 000 tonnes. Mais on est en effet bien loin des tonnages atteints par bon nombre de participants ici dans la salle. Beaucoup de modestie aussi parce que, en fait, cette progression, Envisan ne l'a pas fait seul, puisque cette progression s'est faite en synergie permanente avec tous les acteurs de la communauté portuaire wallonne. Je pense notamment aux entreprises portuaires qui sont ici dans la salle, qui nous aident au quotidien pour les manutentions, pour la mise à disposition de bateaux et de camions. Et je pense aussi aux services commerciaux et techniques des différents ports autonomes concernés. Voilà. Donc, Envisan fait partie du groupe familial belge Jan de Nul et qui est actif lui-même dans 4 grands domaines d'activité. Tout d'abord, le domaine maritime, donc les grands travaux de construction de ports et de dragage de chenaux maritimes comme le canal de Suez, le canal de Panama. La construction de grands parcs énergétiques offshore, les activités de génie civil et enfin les activités de génie environnemental sous la bannière Envisan. Entreprise familiale à rayonnement international dont, en effet, l'historique de l'entrepreneuriat remonte à 1849. Environ 7000 collègues qui ont réalisé plus de 200 projets à travers le monde, principalement sur les continents européens et américains. Au niveau des chiffres, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un groupe solide au niveau financier. Alors en termes de CO2, le CO2, la réduction des émissions CO2
sont vraiment au cœur de nos préoccupations, puisque on étudie toutes les réductions possibles dans la chaîne logistique de nos différents projets. Et dans notre groupe, c'est une équipe de plusieurs personnes qui établit les plans d'action et qui mesure au quotidien tous les indicateurs pertinents de nos progrès. En visant plus en détail, donc en visant 3 pôles d'activité. L'activité de dépollution d'anciens sites industriels, ainsi que le dragage des voies navigables, notamment pour compte pour l'instant de la région wallonne. Les activités de redéveloppement d'anciens sites industriels, tels que des anciennes décharges, tels que des friches, pour donner une nouvelle vie, soit sous la forme de grands parcs énergétiques, soit sous la forme de développement industriel ou résidentiel. Et enfin, la production de matériaux circulaires au départ d'installations fixes ou mobiles. En Wallonie, voici nos 3 implantations dont parlait Monsieur le ministre. Donc, elles sont implantées stratégiquement à proximité ou directement sur la voie d'eau. Donc, premier site Saint-Guilain dans la zone du port autonome du centre et de l'ouest, au gabarit classe 4 pour l'instant. Et ensuite, nos 2 sites liégeois, le site du port autonome de l'île Montsaint, où nous avons installé la première unité wallonne de lavage physico-chimique de terres polluées. Et enfin, notre site de Lix, dédié à la déshydratation et au traitement des sédiments pollués, dans la darse communément appelée darse CBR à Visé. Que faisons-nous sur ces différentes plateformes? Eh bien, nous sommes focalisés sur la dépollution, sur l'abattement des paramètres problématiques dans toutes les matières qui nous sont gérées, à savoir des terres et des sédiments pollués. Mais nous sommes aussi focalisés sur la plus-value technique que nous donnons à toutes ces matières. Pour vous donner une idée, un bateau de 1000 tonnes de terres polluées que nous traitons régénère 700 tonnes de matériaux lavés, donc des graviers et des sables, qui repartent dans le circuit des matériaux de construction. Donc on est vraiment dans l'économie circulaire au sein des ports autonomes. La voie d'eau, eu égard à la typologie de nos activités, de nos chantiers, mais aussi à la typologie des matières auxquelles on est confronté, présente beaucoup d'intérêt. Sur les chantiers, tout d'abord, la voie d'eau nous permet d'atteindre des très grands rendements d'évacuation des chantiers, ce qui nous permet d'optimiser tous les coûts de ce chantier. Ensuite, la voie d'eau est une solution, à notre sens, qui est très fiable. Donc, pour autant que le dossier ou le chantier soit bien préparé, la voie d'eau nous permet d'arriver très vite à une routine opérationnelle et elle est fiable dans le sens où elle est moins sujette à différents aléas que le tout camion. La voie d'eau, l'usage de la voie d'eau peut être intéressant pour des entreprises comme les nôtres puisqu'il peut nous permettre parfois de remporter certains marchés. On considère, mais je vois que la région y travaille, que la clause CO2 dans l'attribution et le suivi des marchés devrait vraiment se généraliser. La voie d'eau, par rapport à nos métiers, est une solution qui est assez sécurisante par rapport aux personnes qui travaillent, mais aussi par rapport à l'environnement. La voie d'eau est également un mode logistique qui est finalement peu visible. Donc, lorsqu'on généralise l'usage de la voie d'eau dans les grands chantiers de construction, de dépollution ou de démolition, mais en fait, on minimise l'impact sur les riverains directs ou même indirects du chantier. Et enfin, et ce n'est pas un élément mineur, dans notre métier de gestion de déchets, la traçabilité est cruciale et elle est extrêmement documentée
Donc en comparaison avec un flux de 40 camions par exemple, un bateau de 1200 tonnes, finalement, c'est un mouvement à encoder administrativement, à gérer administrativement. Donc on optimise aussi les affectations administratives. Les matières ou les marchandises que nous transportons sont particulières puisqu'il s'agit de déchets. Il s'agit de déchets soit liquides, soit solides, toujours du vrac de toute façon. On est également susceptible de transporter par voie d'eau les matériaux circulaires que nous produisons, les sables et les graviers, même si aujourd'hui on remarque, et c'est très positif, que ces matériaux sont consommés localement par les différents acteurs de la construction à proximité de nos centres. Alors au niveau des routes que nous empruntons, elles sont pratiquement exclusivement intra-belgiques. Et dans notre métier, il est évidemment très difficile de définir des routes extrêmement régulières pour une période donnée, puisque le point de départ, c'est un chantier, et les chantiers sont répartis sur le territoire de la région. Il y a une seule chose qui est relativement fixe, ce sont les points de destination, puisqu'il s'agit de nos centres de traitement. Envisan utilise également la voie d'eau pour toute une série de projets spécifiques, deux typologies de projets. Je dirais tout d'abord la mise en place d'installations techniques sur barge qui nous permettent, pour certains projets, d'aller traiter les matières directement au cœur du gisement. Et on utilise également la voie d'eau pour déplacer nos unités semi-mobiles de lavage physico-chimique de terres polluées, puisque ces unités sont conçues sous la forme d'un assemblage de containers marins de 40 pieds, et donc l'unité est conçue pour tenir dans un navire. Au niveau des flux, vous voyez ici les chiffres de logistique totale et la part fluviale que nous avons réalisé sur les dernières années. Alors vous voyez tout de suite au milieu que l'élément majeur de 2022, ce sont les 226 000 tonnes que nous avons transportées par la voie d'eau au niveau de notre site de Liège. C'est un vrai challenge de réaliser cette performance parce que, au total, vous le voyez, nous avons bougé ou manutentionné sur ce site de seulement 3,5 hectares un total de 512 000 tonnes, dont 226 par la voie d'eau, donc 45%. Ça a représenté un challenge opérationnel considérable et j'en profite pour féliciter mes collègues dont certains sont présents ici dans la salle. Nous rencontrons forcément... attendez, j'ai passé quelque chose. Oui, 2022, un petit peu plus en détail sur un chantier. Il s'agit du chantier de dépollution de la centrale des Aouirs à Flémal. Donc, 3 mois de chantier imposé par le client Engie, 120 000 tonnes de terre polluée à extraire et à évacuer vers un centre de traitement et 100 000 tonnes de terre propre à ramener sur le chantier pendant la même période. Et donc, avec l'appui de notre centre de traitement de Liège, nous avons fait le choix d'une logistique 100% fluviale pour ce projet, avec l'installation d'un quai temporaire de chantier et une configuration fluviale mixte, c'est-à-dire un assemblage de bacs pousseurs et de bateaux automoteurs de 2200 tonnes qui nous ont permis d'avoir une routine de 4500 tonnes par jour. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc un évitement de 750 tonnes de CO2 au niveau de la chaîne logistique et également nous avons évité de faire passer 8500 camions devant les fenêtres des riverains qui sont aussi finalement les riverains de la future exploitation d'Engie.
quelques difficultés que nous rencontrons. Donc je sais, j'ai compris que la région travaille pas mal pour optimiser la fluidité de la voie d'eau, mais la disponibilité des navires dans notre secteur, en tout cas, est un vrai problème. On estime, très grosse louche, et sans trop réfléchir, qu'un minimum de 25 000 tonnes aurait pu être rajouté sur la voie d'eau. Mais voilà, quand il n'y a pas de bateau, on est obligé de se rabattre sur la route. Au niveau des chantiers, ou plutôt de la logistique, des grands chantiers de dépollution et de construction, donc il est clair qu'on va vers un stop béton, un stop de l'étalement urbain, vers la reconstruction des villes, sur les villes, etc. Donc je pense que les grands chantiers dans le futur seront des chantiers urbains. Et là, j'ai une petite inquiétude, c'est la disponibilité des quais sur la traversée des grandes villes. Je pense qu'on doit vraiment veiller à cela et mettre suffisamment d'énergie pour éviter de faire disparaître des quais pour différentes raisons. Parce que, à mon sens, un quai qui disparaît aujourd'hui, on ne saura plus le recréer dans le futur. Je pense qu'il faut également veiller à avoir un bon équilibre entre des quais qui sont concédés et des quais publics qui peuvent être plus facilement utilisés pour des chantiers. Le last mile ou le first mile est également une difficulté dans notre métier, et il me semble que pour dynamiser encore le recours à la voie d'eau, ce last mile ou first mile doit pouvoir être exécuté dans les meilleures conditions économiques, c'est-à-dire suivant le trajet camion le plus court. Et je pense qu'en ce qui concerne par exemple la traversée des grandes villes, je pense que les interdictions de trafic des camions pourraient être modulées quand il s'agit d'aller vers ou de partir d'une concession portuaire. Et enfin, ce point a déjà été signalé, mais on pense qu'il est nécessaire de dynamiser le recours à des clauses CO2 dans les différents marchés. Et là, je pense que c'est au public à continuer à bien montrer l'exemple. Par rapport à des grands développements portuaires, donc il est clair que développer un projet industriel avec recours significatif au fluvial, ça nécessite des terrains, des concessions de très grande surface qui sont finalement peu disponibles. Et donc, je pense qu'il est vraiment essentiel que tous les acteurs de la planification territoriale au niveau de la Wallonie se focalisent sur l'attribution ou sur plutôt l'affectation des grandes friches industrielles à des activités purement portuaires, en tout cas pour celles qui sont déjà bord à voie d'eau. Le rail. Alors, nous avons évidemment beaucoup d'ingrédients a priori favorables puisque nous avons la chance d'avoir la trimodalité sur notre site de l'île Mont-Saint. Et donc, je pense que le rail pourrait être utilisé dans le futur pour notamment deux grandes catégories de projets. Je pense par exemple à des routes régulières entre le sud du pays, voire même le Grand-Duché et le Grand Est de la France, qui sont moins bien équipés en installations de gestion de déchets comme les nôtres. Je pense aussi, c'est peut-être une vision simpliste, mais je pense aussi qu'on pourrait utiliser le rail pour la dépollution et la reconstruction de grandes friches industrielles qui sont elles-mêmes aussi déjà connectées rail. Donc quand le point de départ est connecté, quand le point d'arrivée est connecté, il me semble qu'on a déjà des bons ingrédients. Et donc je ne désespère pas de faire dans les prochaines années une première référence de transport de terres polluées par rail. Enfin, pour terminer, je dirais, outre nos volumes classiques, deux perspectives intéressantes.
Il y a pour l'instant à l'étude un énorme chantier qui pourrait être concerné par une logistique fluviale à hauteur de 600 000 tonnes. Deuxième perspective intéressante, l'aboutissement de notre projet Obélix, qui consiste à implanter un nouveau centre de traitement en Dars de Lix, avec un potentiel fluvial de l'ordre de 200 000 tonnes. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Descamps, pour ces très nombreux messages positifs pour l'usage des modes alternatifs, du fluvial notamment. J'allais vous proposer de travailler avec nous, mais... Alors, c'est l'heure de voir la synthèse qui a été faite de la journée par notre interprète visuel, et vous y retrouvez tous les éléments qui ont été projetés de manière intermédiaire.